Voilà, donc bienvenue à toutes et tous pour cette quatrième, cinquième séance, même dans le cadre du parcours que nous vous proposons cette année sur MLF America. Après Eowyn Crisfield, après Emmanuel Le Pichon, après Aldo Anzores Tapia et puis Chantal Mayer-Crittenden. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui une collègue à nous du réseau, Laure Lamaison, qui est enseignante à l'école Cousteau de Vancouver en grande section CP et qui est aussi en même temps, ça fait beaucoup de choses, qui réalise une thèse de doctorat à l'Université Paris 3 dont le titre est Les gestes professionnels en milieu plurilingue. Voilà, donc je vais laisser Laure peut-être continuer un peu ou complémenter cette présentation. Et puis, je te donne la parole, Laure. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureuse de faire cette présentation aujourd'hui et je tiens à remercier Jérôme, Catherine et la MLF de m'avoir proposé de le faire. Donc, ça fait maintenant 5 ans que j'utilise le translanguaging dans mes classes, donc principalement en maternelle. Et cette année, donc, j'ai une grande section CP, donc c'était l'occasion pour moi de justement essayer le translanguaging en CP et au cycle 2. Alors moi, j'ai beaucoup lu les travaux d'Ophélia Garcia, donc, qui ont été présentés dans les interventions précédentes. Même si le contexte est différent, puisque les travaux d'Ophélia Garcia ont lieu principalement aux États-Unis et dans des écoles publiques avec des enfants qui viennent d'arriver aux États-Unis, même si ce contexte d'enseignement est un petit peu différent de celui qu'on a dans nos écoles internationales. Les travaux d'Ophélia Garcia nous donnent des pistes justement sur les mises en œuvre du translanguaging. Voilà, donc juste, je voulais rajouter par rapport à ma thèse de doctorat, donc ce que je fais avec l'équipe de maternelle ici à Vancouver, c'est que justement, on va dans le détail de tous les gestes professionnels que l'on a pu développer parce que nous sommes dans ce milieu plurilingue. Et donc, ma méthodologie de recherche, c'est vraiment d'aller filmer dans les classes et de transcrire les échanges entre les enfants et les enseignants. Donc, c'est la même méthodologie que j'ai suivie pour cette présentation aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que donc, ce que je voulais vous montrer, c'était… Alors, est-ce que ça marche ? Pour resituer les travaux d'Ophélia Garcia, donc vous avez ce site-là qui a été déjà montré précédemment, mais sur lequel vraiment je m'appuie beaucoup. Donc vous avez des vidéos. Alors, Laure, pardon, Oui. excuse-moi, est-ce que tu montres le site parce que là, on ne le voit pas? Ah, vous ne le voyez pas? Ah, Non, mince. ça reste sur ta présentation. Ah, Je me suis mince. permis de t'interrompre. Oui. Alors, je vais juste reprendre ma présentation. Donc, là, vous le voyez? Vous voyez mon… Ah, bah alors. Et Je recommence à enregistrer. Vas-y, tu peux y aller. vous avez des vidéos, vous avez des témoignages, enfin, vous avez tout un tas de ressources. Donc, et moi, je me suis appuyée sur ces ressources-là. Est-ce que tu nous partageras la présentation? Oui, bien sûr. D'accord, Oui, merci bien sûr. beaucoup. Oui. Et donc, pourquoi est-ce que moi, ça fait plusieurs années que j'utilise le translanguaging? Parce que, effectivement, c'est un pilier émotionnel. On ne peut pas demander aux enfants de laisser leur langue à l'entrée de l'école. Et l'entrée dans une langue et même une scolarité dans une langue, c'est stressant pour un enfant. Alors après, il y a des enfants qui gèrent différemment leur stress, mais pour tous les enfants, ça génère du stress. Donc, c'est ce qu'on appelle l'insécurité linguistique. L'insécurité linguistique, ça concerne et les adultes et les enfants.
Et ça concerne même pratiquement tout le monde. Après, il y a différentes insécurités linguistiques, mais ça concerne tout le monde à partir du moment où on utilise une langue qui n'est pas la nôtre, pas celle qu'on utilise tous les jours. Et puis, donc, le translanguaging, c'est pour moi un pilier académique. En tant qu'enseignant, on veut tous effectivement saisir la zone proximale de développement de nos élèves. Et on a des profils d'apprenants tout à fait variés dans nos classes. Moi, par exemple, en maternelle, quand j'avais des petits, j'avais des enfants qui rentraient à l'âge de 3 ans. En grande section, j'ai des enfants qui rentrent à l'âge de 5 ans et rentraient dans un contexte, dans un établissement comme le nôtre, à 3 ans ou à 5 ans, ça n'est pas du tout la même chose. Par exemple, le stress chez mes grandes sections, quand ils arrivent et qu'ils ne connaissent pas du tout le français, il est vraiment palpable. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers cet outil du translanguaging. Il y avait aussi, alors attendez, juste je vérifie. Et donc, l'intérêt pour moi maintenant au cycle 2, c'est effectivement quand on va aller vers des tâches qui sont de plus en plus complexes, eh bien, il va falloir effectivement trouver des outils supplémentaires pour pouvoir arriver aux objectifs que l'on s'est fixés avec les élèves. Alors, juste, c'est le seul rappel théorique que j'ai fait dans la présentation, mais il me semble vraiment important. C'est qu'est-ce qu'on entend par translanguaging et qu'est-ce que c'est que le répertoire langagier de l'enfant. Donc, je suppose que vous voyez mon écran en entier. Voilà. Oui. Donc, lorsqu'Ophélia parle chez elle, donc ça, c'est une citation de Ophélia Garcia, hein, d'un ouvrage qui est paru en 2016. Lorsqu'Ophélia parle chez elle, elle utilise les mots amigo, casa, room, dinner, comida, arbol, plant, building, cielo, earth, table. Nous pourrions dire que ces mots appartiennent à la langue espagnole ou anglaise, telle que définie d'un point de vue national ou culturel, mais pour Ophélia, ces mots sont simplement les siens. Donc, on a vraiment cette idée que le répertoire de l'enfant, il n'y a pas la langue initiale d'un côté et la langue additionnelle de l'autre, mais un seul et même répertoire, et que ce répertoire va être constitué de plusieurs mots qui s'expriment tantôt dans une langue, tantôt dans l'autre, et ces mots-là dépendent vraiment du contexte d'apprentissage. Donc, typiquement, nos élèves vont avoir une maîtrise du vocabulaire de l'école qui va être en français. C'est pour ça que des mots français vont revenir à la maison. Mais dès qu'il va falloir parler, par exemple, du vocabulaire de la maison, forcément, les mots vont être différents et ne vont pas être en français puisque le contexte d'apprentissage est différent. Alors, il y a deux types de translanguaging. Il y a un translanguaging qui est spontané et qui se rapproche de ce qu'on appelle l'alternance codique, qui est, par exemple, s'il y a une incompréhension et si l'enseignant saisit qu'il y a une incompréhension, eh bien, l'enseignant va passer par la langue première de l'enfant pour rétablir la communication. Et il y a un translanguaging qui est planifié. Alors, c'est le translanguaging planifié que je voudrais vraiment développer pour cette intervention parce que l'année dernière, et c'est souvent quelque chose que j'entends quand je parle de translanguaging avec des enseignants, non, souvent, les enseignants ont tendance à penser que le translanguaging, c'est le mélange des langues. Mais en fait, ça n'est pas du tout un mélange des langues, c'est-à-dire qu'au contraire, un plan translanguaging planifié, le translanguaging planifié va être mené par un enseignant qui a anticipé toutes les difficultés de langue que vont rencontrer ses élèves.
Donc là, à travers la séquence autour du conte au CP, c'est pour moi vraiment le prétexte pour décortiquer comment on va planifier une séquence en s'appuyant sur le translanguaging. Donc plus ou moins, vous me direz après ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une structure qu'après on va pouvoir réutiliser dans d'autres domaines tels que les mathématiques, les sciences, d'autres domaines. Alors, pour planifier une séquence ou une séance, il va falloir séparer input et output. Donc, input, c'est vraiment, d'un côté, c'est ce que l'enseignant va fournir à l'élève. Donc, c'est ce que l'élève va entendre ou lire. Donc, ça va être la compréhension orale et la compréhension écrite. Et puis, de l'autre côté, on a l'output, qui est la production orale et la production écrite. Donc, l'output, c'est ce que l'élève va fournir. Donc, c'est vraiment, vraiment important de séparer. Et en fait, on va pas travailler la compréhension orale en même temps que la compréhension écrite, la production orale en même temps que la production écrite. On va vraiment travailler les 4 composantes de manière différée. C'est vraiment la démarche du professeur de langue. Compréhension orale, compréhension écrite, production orale. Ça veut dire qu'on va mettre au cœur de la séance la langue. Ça va être notre objectif principal. Et après, les objectifs mathématiques, scientifiques, si c'est les sciences ou d'histoire, etc., vont venir se greffer sur cette structure-là. Alors, avant de passer à la slide d'après, j'ai besoin de donner quelques petits détails. Donc, par exemple, là, la production orale, aujourd'hui, on va voir comment on va amener les élèves à raconter une histoire. Et notre objectif, ça va être vraiment d'amener les élèves vers cette production orale. Après la production écrite, on aura une partie aussi production écrite. Mais ce sera un objectif qui sera vraiment distinct de la production orale. Et on ne va pas travailler les choses de la même façon. En fait, ce qui se passe, c'est que dans nos contextes d'enseignement, on a tendance à privilégier le fond plutôt que la forme. Par exemple, en mathématiques, on a tendance à dire « la réponse est bonne, je ne vais pas corriger la production orale de cet élève-là parce que la réponse est bonne ». Et parce qu'on a aussi beaucoup d'élèves et qu'on est pris dans ce fil de communication. Donc, on a tendance à mettre de côté la production orale. Et donc, il y a des chercheurs qui ont décortiqué ces phénomènes dans les classes et dans les échanges dans les classes. Et en fait, au Canada, il y a des chercheurs canadiens et les recherches datent de plusieurs années, hein, c'est 2005. Des chercheurs comme Swain, par exemple, ont pointé et ont vraiment mis l'accent sur tous les objectifs linguistiques, tous les objectifs langagiers doivent être traités en amont de la leçon. Donc, en mathématiques, on va utiliser avant, on va décortiquer tous les objectifs langagiers avant et on va ensuite les utiliser pour quand on va vouloir privilégier le fond. Tout ça pour dire que la production orale doit être travaillée en tant que telle et n'est pas travaillée quand on fait de la production écrite ou quand on fait de la compréhension orale ou quand on fait de la compréhension écrite. En fait, la production orale, elle doit être travaillée d'une manière indépendante et avec des activités qui sont dédiées à la production orale. Alors, voilà maintenant le profil langagier de mes élèves. Donc, bien évidemment, on a du français, on a de l'anglais. Donc, la langue qui est parlée à la maison
avec leurs parents. La langue qui est parlée, c'est l'anglais. Mais on a des langues qui sont présentes à la maison, mais qui sont comprises par les élèves, quelques mots, mais qui ne sont pas parlées quotidiennement avec les parents. Donc, il s'agit du farsi, du mandarin, de l'espagnol et du cantonais. Et je précise, là, je ne l'ai pas détaillé dans ma slide, je précise aussi l'intensité d'exposition de mes élèves. Donc, sur la classe de CP dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai 3 natifs. Donc, les parents parlent français à la maison, les 2 parents parlent français à la maison. J'ai 3 enfants qui ont un parent natif, un seul parent qui parle français. J'ai 2 élèves sur les 18 qui sont arrivés en grande section l'année dernière. Donc, au moment où on a fait ce projet-là, elles ont 18 mois d'exposition. Et après, j'ai 10 élèves qui sont arrivés en petite section, donc qui sont à leur 4e année d'exposition. Et ça, c'est important, ce profil de classe, c'est important au moment, par exemple, où on va mettre les enfants en groupe ensemble, quand on va les faire travailler ensemble, quand on va faire des groupes hétérogènes, eh bien, on va faire attention de mixer et de mixer nos natifs avec des enfants dont l'exposition est moindre et puis avec des enfants qui commencent à avoir une bonne maîtrise de la langue française. J'espère que c'est clair. J'espère que je ne suis pas… Oui, voilà. Oui. Enfin, Alors, je ne sais pas si je parle pour tout le monde, mais c'est très clair. Donc, ma séquence autour du conte, elle a commencé avec un texte qui est Jacques et le haricot magique. Donc, ça a été le fil conducteur du projet. Alors, pareil, là, quand on veut effectivement aller vers une démarche de translanguaging, quelles sont les options qu'on a? Alors, je vous explique mes choix et je vous explique les autres. Je veux vous donner aussi les autres options possibles. Donc, quelles sont les options que l'on a? On a, moi, j'ai choisi Jacques et le haricot magique parce que les enfants, en général, connaissent cette histoire-là. Elle a été lue en anglais. Ils ont une très bonne connaissance de ce conte dans leur langue que j'appellerai donc initiale. Les autres choix qu'on peut aussi faire quand on veut aller dans une démarche de translanguaging, c'est choisir un livre sur la diversité linguistique et culturelle. Donc, par exemple, on peut amener, et ce n'est pas facile à trouver, mais je sais que la MLF a partagé le site d'Elodil, qui est un site où on peut retrouver un certain nombre d'albums qui, justement, mettent en avant la diversité linguistique et culturelle. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile à trouver, surtout en français. Donc, diversité culturelle, ça veut dire que l'enfant, que le héros, que l'enfant dans notre classe va pouvoir se retrouver dans le héros de l'histoire. Et puis, diversité linguistique, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus. C'est des albums qui vont… ce n'est pas des albums bilingues, ce n'est pas des albums où il y a les 3 langues qui sont accolées les unes aux autres, mais c'est des albums où on va dire, voilà, ce mot-là, en cette langue-là, ça se dit comme ça. Et ça se trouve de plus en plus, c'est pas encore fréquent, mais ça vient. Donc voilà, par exemple, là, j'ai dans la classe, je vous le montre, j'ai… les 10 soleils amoureux des 12 lunes. Et par exemple, j'ai une élève qui parle le mandarin qui a retrouvé dedans, il y a des caractères en chinois. Et elle m'a montré, elle m'a dit, voilà, ça c'est la lune, ça c'est eau, ça veut dire, c'est la notion de eau. Donc voilà, donc juste pour vous dire, voilà, il y a plusieurs options. Comment est-ce que le projet autour du conte s'est étalé dans le temps? Donc, ce groupe-là, les 18 CP comme ça, c'est un groupe ce projet-là, il a été mené à raison d'1 heure par semaine. Donc, c'est pour ça qu'il s'étend dans le temps.
Donc, la première étape du projet, ça a été comprendre le conte, comprendre Jacques et le haricot magique. La deuxième étape, ça a été raconter le conte de Jacques et le haricot magique. Et la troisième étape, c'est écrire un conte. Mais j'ai séparé les trois étapes, les trois sous-étapes sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus tard. C'est la formulation, l'exécution et la révision. Alors, pour comprendre le conte, donc, j'ai utilisé, comme je vous ai dit, l'édition Lito. Donc, en amont, j'avais listé tous les mots de vocabulaire qui sont susceptibles de poser un problème de compréhension pour les élèves. Donc, j'avais listé les verbes, les adjectifs et les noms. J'ai découpé le récit en 5 étapes pour alléger. Et donc, en amont, j'ai préparé les cartes de vocabulaire. Donc, les cartes de vocabulaire, c'est ce que vous voyez là. J'ai fait juste vous avez juste un petit extrait des cartes de vocabulaire. Donc, ces cartes de vocabulaire, elles vont permettre d'expliquer le vocabulaire au moment de la lecture. Mais on va mobiliser, au moment de la lecture, on va mobiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour que les enfants puissent comprendre ce conte. Donc, les cartes de vocabulaire, vous voyez, elles sont bilingues. Donc, c'est aussi ces cartes de vocabulaire qui, après, permettent d'établir une démarche de comparaison des langues et qui vont permettre de dire, ah ben voilà, la harpe entre le mot anglais et le mot français, eh bien, c'est quasiment le même mot. Donc, on va pouvoir, comme ça, travailler les mots transparents. Donc, au moment de la... Oui, oui. Désolée. Est-ce que pour les cartes de vocabulaire, par exemple, est-ce que le fait de les mettre en avant et de les créer, c'est par rapport au fait de mettre en avant, par exemple, ici, l'anglais et le français, ou ça vient aussi du niveau parce que vous avez des CP et que potentiellement, on pourrait ne pas le faire avec des plus grands, ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose par lequel il faudrait passer? Moi, mon avis, c'est qu'il faudrait le faire tout le temps. Okay. Par exemple, en sciences. En sciences, par exemple, si on n'a pas tous les objectifs langagiers qui sont listés en amont, pour moi, c'est exactement le sujet. C'est-à-dire que si l'enseignant n'a pas listé, s'il n'a pas anticipé les difficultés, en fait, on passe à côté, on pense que c'est bon pour les enfants. Et en fait, non, puisque ce sont des mots qui ne sont pas absolument pas, qui sont compliqués pour les enfants. Non, bien sûr, mais je veux dire par là, l'idée de la carte image visuelle, en fait, c'est ça que Oui, alors, donc, si vous regardez sur les... Parce que Ophélia Garcia, donc le site que je voulais vous montrer, les vidéos sont tournées sur des niveaux qui sont beaucoup plus avancés. Donc, par exemple, il n'y a rien en maternelle, il n'y a rien en quasiment first grade, il n'y a rien. Par contre, ces cartes-là, vous verrez sur les vidéos, ils ont vraiment ces cartes-là. Donc, c'est en espagnol, la majorité du temps, c'est en espagnol et en anglais. Et vous regarderez, donc moi, là, je l'ai fait en visuel parce que pour moi, le visuel est important. Mais par contre, eux, ils ont leurs cartes, par exemple, la harpe et le mot c'est juste 2 mots. D'accord, sans les l'un à côté de l'autre. Mais il n'y a pas le visuel. C'est vrai que merci beaucoup. Moi, voilà, c'était ça la question? Oui, exactement. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Donc oui, il n'y a pas besoin du dessin. D'accord, merci. Enfin, il y a sur le site, après, c'est un sujet de discussion. Je pense que c'est un sujet de discussion qu'il faudrait voir si les enfants dans une classe plus avancée, si ça pourrait avoir une utilité ou pas, le visuel. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et du coup, donc on va mobiliser tout. On va mobiliser donc au moment de la lecture. Moi, ma question favorite en classe, c'est qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, on va mobiliser les enfants. Parfois, mobilisent l'anglais. Ils disent le mot en anglais. Parfois, ils mobilisent le français. Ils expliquent en français. Parfois, ils mobilisent de nouveau l'anglais. Ils ne disent pas le mot, mais ils expliquent en anglais. Et en fait,
dans mes classes, que ce soit en grande section ou en CP, le fait que tout le temps, en permanence, je pose la question « qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ?» En fait, en miroir, j'ai les enfants qui me posent la question. Maintenant, quand il y a un nouveau mot, ils l'isolent et ils me disent « qu'est-ce que c'est ?» Donc, on a en permanence ces explications métalinguistiques qui viennent freiner, ça, je ne vais pas dire le contraire, hein, ça vient freiner complètement la séance. Mais bon, en même temps, on ne peut pas avancer si on n'a pas si on comprend pas. Donc là, les cartes de vocabulaire, elles sont bien. Moi, je les trouve bien pour des noms. Je les trouve compliquées pour des verbes parce que, toujours pareil, c'est compliqué d'expliquer un verbe par une image. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est mimer le verbe. Mimer le verbe parce que, et en plus, plus on avance, c'est par exemple là, mon élève sur la droite est en train de mimer le verbe supplier, même en anglais, même en ayant recours. Alors déjà, supplier, il ne savait pas comment on disait en anglais, et même s'il savait comment on dit supplier en anglais, c'est compliqué d'expliquer. Donc, le mime, le corps, à un moment donné, c'est aussi du translangage, hein. C'est langage du corps, c'est toutes les langues qu'on peut mobiliser pour pouvoir expliquer. Donc, une fois qu'on a eu expliqué les cinq étapes du récit, j'ai demandé aux élèves, je vérifie que je n'ai pas oublié de vous donner. Une fois qu'on a tout expliqué, j'ai demandé aux élèves de se mettre par groupe et j'ai expliqué le projet de stop motion. Donc, j'ai montré un film de stop motion. Qu'est-ce que c'était un film de stop motion? Et je leur ai dit, voilà, on va raconter l'histoire à vos parents, on va raconter l'histoire de Jacques et le haricot magique à vos parents, et on va le raconter en utilisant un film de stop motion. On va réaliser un film et on va utiliser la technique du stop motion. Donc, pour ça, il a fallu qu'on crée la maquette. Donc, chaque groupe a pris en charge une partie du récit, a créé la maquette et les personnages qui intervenaient dans le décor. Et puis, avec les tablettes, il y a une application qui est gratuite. Ils ont pris en photo chaque étape du récit. Et puis, comme ça, on a créé un film. Juste, ce n'est pas pour vous montrer le film parce que le plus important, c'est le processus, mais juste pour vous donner une idée de ce que ça a donné. Mais là, j'hésite un peu parce que je me dis si ça… Je vais peut-être sortir. Voilà, je vais sortir. Je vais aller… Quand tu partages, il faut que tu cliques bien sur le petit truc. Oui, parce que sinon, j'ai peur de replanter le… Voilà. Alors… Voilà. Donc, voilà. Excusez-moi. Hop, partager. Ça. Alors. C'est une vidéo que tu as sur ton ordinateur. Oui. Ça y est, vous êtes toujours en partage là, hein? On est toujours en partage. Voilà, donc je vais vous la montrer. Je ne vous montre pas tout, c'est juste le début pour que vous ayez une idée. Il était une fois une maman et un garçon. Un jour, sa maman dit à Jacques
d'aller échanger la vache contre de l'argent. Ils rentrent. Le partage s'est arrêté. Vous avez entendu? On entendait, ouais, mais le partage s'est arrêté au bout de quelques secondes. Oui. Donc ça, c'est normal. Voilà. Voilà. Et je vais reprendre ma présentation. Donc, au moment de... Voilà. Voilà. Donc ça, après, ce sera pour après. Oui, ce qui a vraiment été intéressant dans ce projet-là pour moi, c'est vraiment au moment où on a raconté la mise en voix, quand on a fait la mise en voix, c'est-à-dire ils ont monté le film, la mise en voix a été à la fin. Ce qui a vraiment été intéressant pour moi, parce que j'ai beaucoup travaillé sur raconter une histoire à l'oral. Ce qui a vraiment été intéressant, c'est la facilité avec laquelle les enfants ont pu raconter l'histoire en français. Donc, je pense qu'il y a plusieurs explications. Donc, il y a eu les explications qu'on a vues, le translanguaging sur lequel on s'est appuyé dans la phase initiale, mais il y a eu aussi toute la phase d'élaboration du film, de réalisation des décors, de réalisation de mise en place du film, parce qu'après, on a visualisé des bouts de film et on a dit, voilà, qu'est-ce qui manque, etc. Et je pense que c'est vraiment ce travail-là sur le film qui a vraiment permis aux enfants de mettre en voix, de raconter l'histoire aussi facilement. Donc, c'est ça pour ça que je voulais vous le montrer, parce que pour moi, ça a vraiment été une très, très bonne surprise. Et effectivement, parce que aussi les enfants n'avaient... Donc, c'est cet exemple de la production orale, comment on travaille que la production orale. Eh ben, on s'est appuyé sur l'anglais, on s'est appuyé sur un certain nombre d'outils, mais à la fin, on a une production orale qui est en français et on a travaillé cette production orale. Et elle est arrivée vraiment très facilement pour les enfants, mais parce qu'on a passé un certain nombre d'étapes à la travailler. Voilà. Donc, le lien avec les familles, voilà, j'ai proposé ensuite aux familles de raconter, donc j'ai envoyé le film aux familles et j'ai proposé aux familles de raconter l'histoire de Jacques et le haricot magique dans leur langue, puisque on avait toutes ces langues à la maison. Je vous avoue je le savais, mais là, ça a fait rentrer ces langues à l'école. Et vraiment, j'ai adoré regarder ces films, les parents raconter le Jacques et le haricot magique dans leur langue. Et vraiment, c'est vraiment une expérience. Alors, est-ce que vous voulez que quand même je vous montre est-ce que vous voulez que je vous montre quand même, parce que oui, si tu penses qu'on a le temps, avec plaisir. Oui. Je vais vous montrer juste le début en espagnol. Et vous allez voir, les parents se sont appropriés la maquette, en fait. Érase una vez Juan y su mamá que vivían en una casa. La mamá de Juan le dice a Juan, toma esta vaca y trae dinero acá. Voilà, donc chaque famille s'est approprié la maquette. C'est même très intéressant, la façon dont ils se sont appropriés la maquette. Et donc, ça a fait comme ça un lien avec les familles. Allez, je passe à la
voyez toujours mon écran, hein. Donc, je passe à la phase de production d'écrit. Donc, dans une production d'écrit, il y a 3 phases. C'est une tâche extrêmement complexe. La production d'écrit, encore plus au CP, puisqu'on rentre dans l'écrit. Donc, on a une étape de formulation, on a une étape d'exécution et une étape de révision. Donc là, dans l'étape de formulation, et on va dans le temps, ces trois étapes sont séparées. Après, j'ai simplifié la structure du conte parce que comme on est en CP, j'ai vraiment simplifié. On a eu une première étape qui est le héros, qu'est-ce qu'il veut. Deuxième étape, le héros a un problème. Troisième étape, quelqu'un l'aide. Et la quatrième étape, fin des aventures. Donc, il fallait que les enfants créent une fin. Alors, dans la phase de formulation, donc là, les échanges que j'ai donnés ici, ce sont des échanges qui ont été enregistrés lors de la première phase de formulation. Donc, il s'agissait de dire qui est le personnage. Qui est le personnage et où est-ce qu'il vit. Alors, j'avais toujours mes petites cartes de vocabulaire. En amont de la séance, j'avais commencé à fabriquer ces cartes de vocabulaire, mais en même temps, je ne savais pas quelles allaient être leurs propositions. Donc, il y a certaines cartes que j'ai fabriquées après. Donc, dans la phase de formulation, ce que moi, je recherchais, c'était qu'il y ait le plus que les idées soient les plus créatives possibles et que les enfants ne soient pas emprisonnés par la langue. Donc, effectivement, cette phase de formulation, elle a commencé en classe entière. Et dans cette phase de formulation, plusieurs fois, j'ai dit aux élèves, vous pouvez utiliser tantôt l'anglais, tantôt le français. Si vous voulez quelque chose si vous avez un personnage, vous voulez que ce personnage soit dans votre histoire et vous ne savez pas comment le dire, et il faut le dire en français ou en anglais. Alors, je précise, ça c'est vrai que c'est un vrai sujet. Donc, ces enfants-là, ça fait 2 ans que je les suis. Donc, ils savent très bien qu'ils peuvent toujours utiliser le français ou l'anglais dans la classe et qu'il n'y a aucun problème. Et vous allez voir, alors, dans le premier échange, en haut, dans le petit carré d'en haut, en fait, j'ai un élève qui m'a dit « Moi, je veux dire en anglais ». Et en fait, c'était comme s'il m'a demandé, en fait, cet élève-là, je me suis rendu compte, et après, je l'écoute de plus en plus, en fait, systématiquement, il a besoin d'une espèce d'autorisation. Alors que je suis en permanence en train d'essayer de jongler entre les 2 langues, eh bien, cet enfant, malgré tout, il a besoin d'une autorisation. Ce qui n'est pas le cas d'autres enfants, mais cet enfant-là, il a besoin. Donc, par exemple, il va dire, alors je lui dis, pardon, oui, en anglais, bien sûr, tu peux. Et donc, il va dire, le crocodile, il vit dans the rainforest. Et donc, après, j'ai juste traduit. Plus tard, dans les échanges, donc, il y avait quelqu'un qui voulait dire, le personnage peut être une femme pauvre. Donc, ça, c'est l'interaction 109. Une femme pauvre, alors je dis oui, une femme pauvre, d'accord. Donc, j'étais en train de prendre en note au tableau la femme qui voulait que son personnage soit une femme pauvre. Et parce que je n'avais pas ma carte de vocabulaire, je n'avais pas anticipé une femme pauvre. Et donc, il y a un petit garçon qui dit c'est quoi ça? Alors, je dis merci de demander. Et donc, là, dans ce cas-là, on a un enfant qui effectivement explique en anglais. Mais donc, moi, je suis EN, c'est moi, l'enseignante. Donc, il y a le petit garçon NK qui dit « a woman who is poor ». Et je dis oui, une femme pauvre, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Là, même en anglais, ça n'a pas suffi au petit garçon pour comprendre. Et il m'a dit fat, est-ce que c'est une femme qui est fat? Et moi, j'ai dit non, qui n'a pas d'argent, comme la maman de Jack. Et après, là, l'échange s'est arrêté là parce que le petit garçon a compris. Mais donc, en fait, cet extrait-là, il est juste pour vous montrer que, en fait, il y a une multitude d'indices qui vont permettre aux enfants de formuler ou de comprendre.
et qu'il va vraiment falloir mobiliser et à la fois les langues qu'on a et à la fois d'autres outils pour pouvoir arriver à ce que les enfants puissent exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer ou de comprendre ce que les autres ont à dire. Donc voilà. Donc, dans la phase d'exécution, j'ai mis les enfants en groupe. Donc là, ce qu'on appelle la phase d'exécution, c'est vraiment le moment où on va se mettre d'accord sur ce qu'on va dire et on va commencer à essayer d'encoder, donc d'écrire ce qu'on a envie de dire. Donc, dans mes groupes, comme je vous avais dit précédemment, j'ai organisé mes groupes de manière hétérogène. Dans ce groupe-là, il y avait un enfant qui était expert, donc natif, un enfant qui était novice, qui avait 18 mois d'expérience, et puis un enfant intermédiaire qui est W, que vous allez voir, que vous pouvez lire. Et cet enfant-là, il est dans sa 4e année d'exposition du français. Donc, il fallait se mettre d'accord sur, toujours pareil, donc il y avait comme ça un petit texte à trous, et il fallait se mettre d'accord sur quel était notre personnage. Donc, on avait fait cette phase de formulation au tableau en grand groupe, et ensemble, dans le petit groupe, il fallait qu'ils se mettent d'accord sur quel était leur personnage, où est-ce que le personnage vivait, et puis qu'est-ce que voulait ce personnage. Donc, j'ai enregistré, j'ai transcrit. Donc, on a A qui dit, moi, je veux que ce soit le dragon. Alors, j'étais là à ce moment-là. Donc, je dis, et toi, W. Parce que ça a été un groupe, je précise, ça a été un groupe où, ça a été très difficile de se mettre d'accord. Donc, ensuite... attendez, j'ai les affichages de Zoom qui arrivent. Un groupe et toi, E. Donc ça, c'est moi qui dis ça. Un ogre, pardon, parce que W voulait l'ogre. Donc j'ai dit un ogre et toi, E. Donc elle veut une sorcière. Qu'est-ce qui est le mieux pour votre histoire? Donc j'essaye de modérer un petit peu et qu'ils se mettent d'accord. Et puis, chacun repart dans son idée. Donc, sorcière, non, pourquoi? Et donc, on a notre élève qui est novice. J'aime pas beaucoup novice expert, mais c'est juste pour vous donner, pour vous resituer. Et donc, j'ai A qui est novice, qui dit parce que sorcière, n'est pas un animal. Et quand? Et donc, elle explique pourquoi. Pour elle, ça ne peut pas être... une sorcière parce que pour elle, dans sa représentation du conte, il faut que ce soit 2 animaux. Il faut qu'il y ait un méchant et 2 animaux, un méchant et un gentil. Donc, elle l'explique, mais elle l'explique en anglais. Et quand on détaille comme ça, en général, quand on regarde tous les échanges et quand est-ce que les enfants utilisent l'anglais et le français, souvent, quand les enfants ont des choses très pertinentes à dire, ils vont le dire en anglais parce que ça va être plus facile pour eux. Et donc, mais toujours pareil dans cette démarche de translanguaging, puisque notre objectif, c'est le final, c'est la production d'écrits en français, eh bien, on va mobiliser tout ce qu'on peut, et y compris les langues, la langue initiale et la langue additionnelle, pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Donc, toutes les remarques pertinentes, on va les prendre en tant qu'enseignant parce que c'est la richesse de notre classe. Donc après, ça a continué comme ça. Elles ont fini par se mettre d'accord. Et l'histoire a été vraiment très riche, mais parce qu'elles ont vraiment collaboré, elles ont vraiment discuté. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de débats sur leurs histoires, comment elles voulaient faire évoluer l'histoire, etc. Donc, dans la phase de révision, pour ce groupe-là, il n'y a pas eu énormément de révision à faire. Je pense que c'est parce que à un moment... par contre, j'ai raté une slide. Oui. J'ai raté une slide parce que je voulais vous montrer aussi que dans cet échange-là, on était toujours dans la phase d'exécution.
Elle veut pas de loup. Donc, eux disaient elle veut pas de loup. Elle était en train d'écrire. Moi, j'ai dit elle veut pas de loup. Enfin, je répétais ce qu'elle voulait dire. Et puis, elles étaient toutes les trois en train d'essayer d'écrire une partie de leur histoire. Et dans cet échange-là, on voit comment en français, l'enfant expert a pris le relais et a expliqué à l'enfant novice que le pronom personnel, dans cette phrase-là, ça n'était pas il, mais c'était elle, parce que c'était la sorcière. Et là, tout l'échange est en français, parce que en fait, à ce moment-là, c'est l'enfant expert qui a repris le fil, alors que finalement, quand elle voulait se mettre d'accord, il y avait tellement elles étaient tellement toutes les trois motivées et il y avait personne qui voulait lâcher. Donc finalement, l'anglais était la meilleure langue pour elles pour pouvoir communiquer et pour pouvoir collaborer. Donc ça dépend, en fait, quand on regarde les échanges des enfants, ça dépend vraiment, l'utilisation des langues dépend vraiment de l'objectif, en fait, de à quoi elles veulent arriver. Dans la phase où il va falloir écrire, effectivement, le natif va prendre un petit peu le dessus. Dans la phase de mise en commun, là, tout le monde va vouloir effectivement donner ses idées. Donc, dans la phase de révision, troisième phase de révision, donc phase de formulation en grand groupe, phase d'exécution en petit groupe. Dans la phase de révision, on a repris ce que les enfants avaient écrit et en général, j'ai fait des phases de révision avec les enfants en petit groupe. Il y a une partie de la phrase, donc je vous lis la phrase. Le dernier loup a pris la baguette magique de la sorcière et elle a cassé la barre de la prison. Donc, cette phrase-là, il y avait juste quelques petits détails qui devaient être révisés, mais cette phrase-là, elle était tout à fait acceptable. Par contre, la phrase d'après, tous les loups étaient dans la forêt encore et la sorcière était un crapaud. Donc, il a fallu qu'on révise les deux dernières phrases. Donc, il y a eu une phase de négociation de sens, parce que qu'est-ce que vous avez voulu dire? Je leur ai dit, moi, je comprends pas. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Donc, on a effectivement repris les deux dernières phrases et elles les ont ensuite écrites au tableau. Après, la phase de révision, elle a été largement simplifiée par Book Creator. Donc, après, les enfants ont écrit leur texte dans Book Creator. Et en fait, Book Creator, l'avantage du traitement de texte, c'est qu'en fait, on a une révision qui est assez facile. Bien sûr, en CE1, CE2, les points de grammaire et les points de conjugaison vont être beaucoup plus importants. Mais moi, en CP, avec des enfants de CP, du moment que les phrases étaient compréhensibles et qu'elles avaient une majuscule, un point, et que la segmentation de la chaîne écrite était respectée, je ne suis pas allée plus loin, surtout que c'était en janvier. Donc voilà. Donc oui, il faut que je me dépêche. Donc voilà, juste pour vous dire que voilà. Donc je ne vous montrerai pas les comptes parce que c'est le résultat final. Juste ce que je voulais vous dire, c'est qu'en production d'écrit, donc ça j'ai fait juste une petite juste un petit copier-coller du livre de Ophélia Garcia. Dans Ophélia Garcia, elle en plus loin dans la scolarité, elle accepte tout à fait qu'il y ait des productions d'écrit que les enfants utilisent leur langue initiale pour la production d'écrit. Moi, actuellement, avec mes CP, leur niveau d'anglais, ça ne correspondait pas, mais juste je voulais vous le montrer que vous pouvez avoir des écrits dans les phases initiales, avant la phase de révision, où il y a anglais et espagnol. Et puis après, l'enseignant va les amener vers un écrit complètement en anglais. Mais il y a la possibilité pour les enfants d'écrire aussi dans leur langue initiale. Moi, ce n'est pas le choix que j'ai fait, mais je voulais vous le montrer, c'est important. Dernière chose que je voulais vous dire, oui, moi, je n'ai pas pu faire ce projet-là, malheureusement, en co-teaching, mais
il était prévu pour du co-teaching, il était prévu que l'histoire de Jacques et le haricot magique soit lue en anglais, il était prévu que les enfants écrivent un conte aussi en anglais. Ça n'a pas pu être fait, mais pour moi, ce projet-là, il peut être complètement fait en co-teaching. Voilà. J'espère que ce n'était pas trop laborieux pour vous. Merci Laure, c'était plutôt intéressant, un exemple très pratique de ce qu'on peut faire en classe avec des élèves. Alors, je ne sais pas si les collègues présents ont peut-être une question à poser, par hasard. Moi, j'en ai plusieurs. Pardon. Ah, plusieurs questions. Je voulais demander par rapport au co-teaching, vous travaillez avec une personne de langue anglaise? Oui, alors normalement, ce qui était prévu, simplement, ce qu'il y a, c'est qu'elle a dû s'absenter. Elle a eu une absence longue et du coup, ça n'a pas pu être possible. Mais c'est vrai que sinon, c'est ce que je voulais. Normalement, il y a 1 heure prévue dans le planning hebdomadaire. Donc, ça aurait vraiment pu se faire 1 heure en co-teaching. On aurait vraiment pu faire le projet ensemble. D'accord. Merci. C'est par rapport donc au co-teaching, justement, c'était ma dernière question, parce que j'en ai plein, mais bon, on n'a pas le temps. Mais est-ce que tu es à l'aise, on se tutoie entre collègues, est-ce que tu es à l'aise avec l'anglais? Oui, alors, Oui. Ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit. Voilà. J'ai quelque chose que je ne vous ai pas dit. Alors, Bon. en fait, voilà. Donc, moi, je comprends l'anglais, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça fait partie de moi, mon expérience avec l'anglais. En fait, moi, je ne parle pas anglais dans la classe. En fait, j'ai toujours un traducteur. Et en fait, quand je fais mes va-et-vient avec l'anglais, en fait, je leur dis comment ça se dit en anglais. Et j'ai toujours plusieurs traducteurs dans la classe. Et on arrive toujours comme ça. C'est très rare. C'est très, très rare que moi, je l'utilise en fait. Oui. Alors, est-ce que ça ne serait pas encore le tabou d'utiliser donc une autre langue que la langue cible, qui, pour moi, ne va pas vraiment avec l'idée, enfin avec le modèle qu'on peut donner aux enfants d'utiliser tout le répertoire. C'est-à-dire, moi, je suis à l'aise avec l'anglais, je suis à l'aise avec certaines langues, donc quand j'ai des situations comme ça, voilà, je pense qu'il y a encore des restes de représentation. Exactement. Moi, ça ne me gêne pas. Le co-teaching, pour moi, si tu veux, c'est quand alors, soit c'est l'idée d'avant, c'est un locuteur, une langue, mais un locuteur, une langue, par rapport au translanguaging, c'est quand même un petit peu à côté. Exactement. Parce qu'il y a les langues stables, reconnues, etc. Voilà, c'est juste une question comme ça. Parce que moi, je m'autorise. Moi, tel que je le vois, effectivement, tel que je le fais dans la classe, effectivement, pour moi, c'est mobiliser intégralement leur répertoire. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison. Par contre, dans Ophélia Garcia, tu verras, souvent les enseignants utilisent la langue de l'enfant. Après, ce qui se passe aussi, c'est que normalement, le translanguaging, on devrait aussi pouvoir l'utiliser quand on ne parle pas la langue de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent, puisque vous verrez sur le site d'Ophélia Garcia, on ne peut pas parler mandarin, on ne peut pas parler toutes les langues. Donc, moi, c'est un petit peu, en fait, pour moi, ce n'est pas tabou, mais je me pose toujours la question, si j'étais dans un autre contexte d'enseignement, comment je ferais? En fait, ce n'est pas tellement pour moi que j'ai pas envie, mais c'est plus qu'est-ce qui se passe si je ne parle pas cette langue, en fait. Donc, c'est ça. C'est aussi cette démarche du translanguaging. Cette démarche du translanguaging est possible même si on ne parle pas la langue de l'enfant. Le fait de ne pas bien parler l'autre langue, pour moi, ça rassure même les élèves sur le fait qu'on ne s'autorise pas à utiliser les 2 langues juste parce qu'on se sent vraiment presque comme natif. Le mot natif revient souvent et pour moi, il est dangereux.
dans l'idée de translanguaging. Donc, le fait moi, je me fais corriger par les élèves parce que parfois, on regarde des images, on essaie de se mettre d'accord sur le sens, surtout pour les petits, hein, les grandes sections CP. On ne sait pas du tout si c'est une étable ou une ferme, etc. Et puis, je leur demande, et puis parfois, je ne connais pas le mot en anglais. Dans ce cas-là, je leur demande et ce sont eux qui deviennent un peu les experts. Mais je suis d'accord qu'effectivement, oui, les langues qu'on ne parle pas, bon, il faut plus passer la main à l'élève qui parle et puis se mettre, voilà. Oui. Après, je pense que c'est variable d'un enseignant à l'autre, mais normalement, la démarche de translanguaging, et d'ailleurs, c'est vraiment mentionné dans Ophélia Garcia, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne parle pas la langue. C'est vraiment, voilà. C'est possible de jouer avec les langues, même si on ne la maîtrise pas. Et du coup, c'est l'élève qui devient effectivement, comme tu disais, c'est l'élève qui est expert et qui le dit, voilà. Ça remet aussi en cause effectivement les statuts dans la classe, etc. Mais c'est vrai, je me demande si mon petit B dans la classe, peut-être que c'est parce que c'est vrai, c'est une bonne, merci de cette remarque. D'autres questions ou remarques? On a un peu dépassé le temps, mais si jamais vous en avez une. Moi, j'en ai, mais je ne veux pas monopoliser le. On a peut-être Chloé, peut-être Mohamed. Non, je voulais juste remercier Laure parce que ça m'éclaire un peu plus sur. Je connaissais très peu, donc ça m'éclaire un peu. Donc, je voulais juste vous remercier. Avec plaisir. Merci. Alors, Mohamed, peut-être une dernière question dans ce cas-là. Oui, alors je vais choisir parce que je notais plein, mais on aura peut-être l'occasion. Mais c'est vraiment, j'ai pas de réponse. Je me posais la question, je connais pas du tout le contexte, etc. Moi, c'est pareil. Merci parce que franchement, là, je viens de passer 1 heure. J'adore ce genre d'échange parce que là, il se trame quelque chose. Hein, on n'est pas ouais, on se pose vraiment les bonnes questions. Et donc, qu'est-ce que j'avais mis? Alors, ouais, j'avais des questions du style, pourquoi est-ce que pour toi, la majuscule et le point, c'est quelque chose sur lequel tu ne veux pas passer? Après, j'ai dit expert. Est-ce que c'est expert uniquement par rapport à celui qui était expert par rapport à la question du genre? Moi, c'était plutôt des filles dont la maman est italienne en CP, alors qu'il y avait d'autres élèves qui étaient plus à l'aise en français, mais c'est elles qui, par rapport à ce point de grammaire, parce que ça marche pareil en italien, qui ont dit non, 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 c'est masculin, féminin. Donc, c'est elles qui ont aidé un petit peu Et puis après, le novice, moi, ça ne me gêne pas. Enfin, je ne sais pas du tout comment est-ce que c'est. Effectivement, si c'est… Enfin, le mot novice, oui, pourquoi c'est gênant? C'était vraiment pour savoir plus, hein. Ce n'est pas du tout décrit. En fait, parce que, en fait, c'est… comme tu dis, en fait, c'est expert, mais c'est juste expert dans un domaine. En fait, c'est expert dans la durée d'exposition, tu vois, et le novice dans la durée d'exposition. Mais c'est vrai que c'est des mots, c'est-à-dire que comme je veux pas dire l'identité de mes élèves. Donc, je suis obligée de jongler. Et dans les écrits, souvent, on dit, ben voilà, la zone proximale de développement, on a un expert, on a un novice. Donc, c'est pour ça que c'est revenu, ces mots-là. Mais c'est vraiment juste par rapport à l'exposition de la langue. Et puis, pour un petit peu vous donner des idées de comment est-ce que les enfants collaborent et comment est-ce qu'ils équilibrent leurs compétences chacun et comment chacun amène ses compétences et comment ils travaillent en groupe, en fait. Parce que ça, c'était vraiment intéressant à regarder. Et puis, juste une anecdote, parce qu'il m'est arrivé des situations vraiment pareilles où je croyais avoir compris, mais peut-être que l'enfant qui confondait pauvre et fat, c'est parce que dans lui, les représentations, c'est que les pauvres, ils mangent mal et ils sont gros. Enfin, je me suis entre… Ben oui, ça dépend d'où il vient, etc. Pour lui, peut-être que ses parents, etc. Et puis celui qui ne s'autorise pas, c'est parce qu'il doit y avoir des représentations à la maison. C'est non, un bon prof de français, il ne parle que français, ou tout se passe en français, etc. Il y a plein de poids comme ça. Oui,
C'est vraiment Et intéressant j'arrête quand là. on regarde les interactions, c'est vraiment intéressant de voir. Et effectivement, c'est pour ça que moi, pour ma thèse, j'adore regarder les échanges parce qu'en fait, ben, on peut, après, on peut interpréter de différentes façons, mais c'est vrai que ça donne, ça renvoie quand même, ça fait réfléchir. Bon, bah, écoutez. Ah, on avait une question de Valérie. La différence entre translanguaging et plurilinguisme. Allez, Alors, on va finir sur cette question si oui, vous m'autorisez. le translanguaging, c'est effectivement, pour moi, c'est vraiment un choix pédagogique. Plurilinguisme, c'est ce que nos écoles sont plurilingues. C'est-à-dire, le translanguaging, c'est ce que moi, en tant qu'enseignant, ou vous, en tant qu'enseignant, c'est l'outil que vous allez utiliser dans vos classes. Et des classes plurilingues, c'est les classes que l'on a tous, c'est-à-dire des classes où on a une multitude de nationalités, une multitude de langues qui sont parlées, comprises à la maison. Voilà. Une Voilà, classe après, plurilingue, elle n'est pas forcément translangagière, c'est ça? Absolument pas. Pour moi, le translanguaging, c'est vraiment une démarche pédagogique. Alors que la classe plurilingue, bah, c'est sûr qu'on y est là. Tout le monde a des classes plurilingues. Quelle que soit votre pédagogie dans vos classes, vous avez des classes plurilingues. Ce sont plusieurs répertoires un répertoire langagier pour l'enfant, mais en tout cas plusieurs langues qui coexistent. Après, il y a la différence, parce qu'on est en Amérique du Nord. C'est vrai que le mot plurilingue, comme c'est décrit un peu dans le cadre européen, et multilingue, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire une classe multilingue, pour nous, c'est le contexte dans lequel il y a plein d'enfants d'origines différentes et qui ont plein de langues. La langue de l'école, plus la langue maternelle, plus peut-être la langue des grands-parents ou de la nounou, etc. Ce qui est plurilingue, c'est la personne. En fin de compte, ce n'est pas le contexte, c'est la personne qui parle plusieurs langues. Et puis après, une démarche plurilingue, ça veut dire qu'on essaye de mettre en valeur, de mettre un petit peu de synergie entre les langues. Et le translanguaging, c'est encore plus, c'est-à-dire c'est... Enfin, moi, ce que j'ai compris, mais à chaque fois avec Ophélia Garcia, puis, on croit comprendre, mais c'est beaucoup plus que ça. Voilà, je sais pas, il faut lire encore un peu plus. Mohamed, je pense que vous pourriez faire une session de formation sur tout ça. Non, mais moi, maintenant, j'enseigne que la langue. Et c'est vrai qu'après, il y a aussi le fait, est-ce qu'on est passé par là? Moi, je suis passé par là. Le français, c'est ma langue maternelle 2, mais c'est même pas maternelle parce que je l'ai apprise à l'école, etc. Et puis les autres langues. Et puis, en réfléchissant un peu comment j'ai appris et qu'est-ce qui a été vraiment bénéfique et qu'est-ce que j'aurais bien voulu qu'on me dise à l'école pour me faire gagner du temps ou que j'ai découvert plus tard à 30 ans ou à 40 ou à 50. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est l'idée. Moi, quand je mets des choses en place, c'est j'essaie de donner toutes les stratégies possibles aux élèves pour qu'ils utilisent le maximum leur répertoire. Voilà. Tout en gardant quand même en ligne de mire que j'enseigne le français langue additionnelle. Et puis, j'ai bien aimé le mot langue additionnelle et pas langue étrangère. Oui, ça aussi, c'est un vaste débat aussi. Effectivement, il y a différentes dénominations. Oui. Ouais. Écoutez, je pense que la phrase de Mohamed, utiliser tout le répertoire langagier, ce que tu disais, Laure, pourra conclure notre rencontre. Si vous n'avez plus de questions, je vais libérer parce qu'on a déjà dépassé d'une dizaine de minutes. Mais ce qui montre l'intérêt que vous avez pour ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément, Laure, pour le partage toujours intéressant. Et puis, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la recherche collaborative, que mène Laure avec ses collègues de maternelle, elle a déjà présenté quelques éléments et je ne sais plus si on avait décidé d'une autre date, Laure, que tu vas… Le 28 avril. 28 avril, merci, tu m'as rafraîchi la mémoire. Le 28 avril, elle va continuer à nous présenter le développement des résultats et ce qui est fait avec les collègues de maternelle sur le travail de l'oral. Je ne me trompe pas. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Et puis, bonne fin de journée et bonne soirée à ceux qui sont sur la côte Est. La soirée est déjà largement entamée.
Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Merci, François. au revoir. Au revoir, Mohamed. Au revoir, Néad. Au Au revoir, revoir tout le monde. Chloé, Merci. Valérie et Yvon. À bientôt.